Merci d'être avec nous pour ce forum du patrimoine ici depuis le Carrousel du Louvre à l'occasion du Salon international du patrimoine culturel 30e édition, 6e pour ce forum du patrimoine avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que l'on va aborder maintenant, les journalistes du patrimoine. Merci d'être avec nous tous les deux pour aborder donc ce thème, celui du journalisme qui est un métier de conviction évidemment et encore plus lorsqu'on aime le patrimoine. Vous n'allez pas me contredire tous les deux. Catherine Lalanne, vous êtes journaliste culture patrimoine, rédactrice en chef de l'hebdomadaire Le Pèlerin et animatrice du Grand Prix du Pèlerin. C'était entre 2009 et 2025. Vous venez de passer la main, mais néanmoins, vous êtes encore aujourd'hui conseillère éditoriale du Grand Prix Pèlerin du patrimoine et également membre du bureau de l'association Les Journalistes du patrimoine. On aura l'occasion d'évoquer cette association qui est présente ici au Salon international du patrimoine culturel. À vos côtés, Bernard Le Chevalier, merci d'être avec nous. On va dire que les téléspectateurs YouTube de la chaîne Atrium vous connaissent bien puisque vous êtes rédacteur en chef de cette revue qui s'appelle précisément donc Atrium, Patrimoine et Restauration, une publication de référence évidemment pour celles et ceux qui aiment le patrimoine et surtout les professionnels du bâti ancien. Voilà qui est dit pour la présentation, on va dire, générale de vos profils. On aura l'occasion de balayer un petit peu justement vos parcours au fil des questions. Mais avant cela, on va tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'être journaliste du patrimoine aujourd'hui, en 2025? Catherine, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Être journaliste du patrimoine en 2025, c'est à la fois être journaliste d'abord, je crois que c'est très important, il y a une éthique du métier, et prolonger ce journalisme de conviction et d'engagement citoyen. Voilà, si je devais résumer, c'est faire un métier de journaliste prolongé par un engagement que nous aurons l'occasion de développer dans quelques concrètement. Instants, bien sûr. Avant ça, on va écouter votre point de vue aussi, Bernard. Alors, je dirais en effet, je reprendrai ses propos, c'est être journaliste et citoyen engagé pour la préservation du patrimoine. Malgré tout, c'est un secteur très particulier, le patrimoine, où la passion anime à la fois les journalistes qui travaillent sur le secteur et les gens qui le rencontrent. Donc il y a un écosystème de la passion du patrimoine qui est très, très important. Et puis, le patrimoine, c'est un secteur où les acteurs sont assez divers, puisque ça va de l'architecture aux entreprises, aux associations, aux citoyens finalement qui se mobilisent sur des sujets particuliers dans leur territoire. Et il est important de noter ça, c'est-à-dire qu'il y a une diversité. Ça va au-delà du journalisme, en ce sens que les passionnés du patrimoine, ils sont un peu, quelque part, journalistes. Ils ont besoin qu'on parle de leurs projets, ils ont besoin d'avancer, de faire connaître les démarches, de faire savoir. Et donc là, il y a, pour les journalistes du patrimoine, le besoin d'entretenir un large réseau autour des compétences, en ayant en effet toujours en tête leur passion du patrimoine et le respect dans l'esprit de ceux qu'ils rencontrent, le même respect, les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, c'est voilà, ce travail de filtrage, d'analyse, de sélection que le patrimoine a besoin pour que quelque part on ramène son actualité, ses besoins, ses bonheurs et ses malheurs à un grand public qui finalement est très attaché à toutes ces valeurs. C'est un passeur, on peut dire, le journaliste du patrimoine au service de la mémoire collective, Catherine. Oui, c'est un passeur. Moi, j'ai eu la chance, durant 17 ans, d'être à la tête de l'hebdomadaire Le Pèlerin en tant que rédactrice en chef, mais surtout du Grand Prix Pèlerin du patrimoine. Et nous sommes journalistes des passeurs, mais ce sont, vous l'évoquiez, aussi les bénévoles qui sont au chevet du patrimoine, qui sont les premiers passeurs. Et Le Pèlerin est un hebdomadaire enraciné en région. Et depuis 17 ans, je n'ai cessé, comme vous, d'être nourri par cet écosystème de gens engagés bénévolement pour transmettre, former, restaurer. Et je dirais que c'est une des plus grandes chances de ma vie que d'avoir été en contact avec ces personnalités qui ont une conscience citoyenne que ce que nous possédons nous vient d'avant, qu'on voit plus loin quand on est hissé sur les épaules de ceux qui nous ont précédés, et que c'est aussi un formidable outil d'intégration
pour les générations futures. Donc, comme vous le dites, c'est un écosystème. On se nourrit en permanence. En plus, quand on restaure, on fait travailler l'économie locale. Donc, on est en contact avec d'autres acteurs, des architectes du patrimoine, des artisans du patrimoine. Ça favorise la vitalité économique d'un lieu, la vitalité économique de la cité. Enfin, tout est vertueux dans cet écosystème. Il ne faut pas oublier quand même, j'ajouterais à votre propos qu'on n'a pas, journaliste du patrimoine, une vision passéiste d'une conservation à tout crin du patrimoine. Non, c'est de prendre le pouls d'aujourd'hui, tout simplement. C'est réinscrire ce patrimoine dans la société d'aujourd'hui, faire transmettre ces valeurs de savoir-faire, parce que quand même, il ne faut pas oublier que quelque part ce regard sur le patrimoine permet de découvrir des choses magnifiques qui ont été faites précédemment, et que ce précédemment, il faut le conserver, lui redonner une fonction dans la société, parce que le patrimoine a énormément de leçons à donner pour construire une société plus humaine, avec quand même voilà, des choses, un respect de la matière, un respect des savoir-faire, un regard sur... on parle beaucoup de vivre ensemble, mais justement sur une cohésion de la société globale, où là, quelque part, on peut fédérer. Et puis, écologiquement, le bâtiment qui est déjà construit ne produira pas de carbone. Donc, voilà. La taille de pierre, c'est utiliser des matériaux géosourcés. La charpente en bois traditionnelle, c'est utiliser une matière renouvelable. Enfin, il y a énormément aujourd'hui de leçons. Et puis quand on voit parfois, c'est vrai, alors on devient critique quelque part, mais quand on voit des villes se constituer et déshumaniser un univers, déshumaniser des paysages, finalement, avoir ce retrait de convivialité, ce retrait d'élégance, ce retrait de beauté, on se dit quand même que le patrimoine, oui, nous a enseigné beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant sur le salon international ici, c'est que quelque part, c'est la rencontre du monde du patrimoine et de la création contemporaine. Donc, on a en face de nous des entreprises, des ateliers. Et quand on visite le salon, on voit là, cette passion, finalement, qui jaillit ici avec des objets qui sont merveilleux. Et qui nous montre que c'est un domaine bien vivant, évidemment. Et absolument. On n'a pas, voilà, j'insiste là-dessus, s'occuper du patrimoine, prendre soin, n'est pas une vision passéiste de la société, c'est bâtir une société plus humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une priorité. C'est vraiment une priorité. Et comme vous le dites si bien, ce n'est pas un combat identitaire, c'est un combat d'inclusion. Qu'on soit enraciné dans un territoire, qu'on défende un lieu où on est né, ou qu'on arrive dans ce lieu, le patrimoine, c'est une façon de s'intégrer. Et c'est un cadre de vie. Et c'est un cadre de vie. Donc c'est une leçon d'identité collective et non pas un repli sur soi. Bien au contraire, c'est une manière d'accueillir l'autre. Qu'est-ce qui vous a conduit tous les deux à vous intéresser au patrimoine ? Vous auriez pu être journaliste généraliste, sportif, bien d'autres domaines évidemment sont intéressants lorsqu'on est journaliste. Pourquoi le patrimoine ? Je commence ? Écoutez, moi j'ai la chance d'être issue d'une lignée terrienne avec des grands-parents viticulteurs, agriculteurs. Moi j'ai vu mon grand-père être baptisé et enterré dans la petite chapelle du Gers dans lequel il a vécu toute sa vie. J'ai eu des parents enseignants qui n'ont eu de cesse de me faire découvrir les richesses de la France. Et puis surtout, j'ai eu la grande chance de prendre la rédaction en chef de l'hebdomadaire Le Pèlerin il y a 17 ans et de découvrir au contact de mes lecteurs ce que c'était que la défense quotidienne du petit patrimoine de nos régions. Il y a eu des grands chocs aussi dans ma vie de journaliste. La destruction des Bouddhas de Bamiyan avec les talibans qui se filmaient en train de le détruire, la destruction du site de Palmyre, l'incendie de Notre-Dame, des grands moments comme ça qui n'ont fait que renforcer cette conviction que le patrimoine était notre maison commune, qu'il soit à 2 pas de chez nous ou à l'autre bout du monde, que c'était un bien commun et que les dictateurs n'avaient de cesse de le détruire
parce que ce qui fonde la mémoire des hommes fait aussi leur avenir, quoi. Et votre travail au Pèlerin, puisque vous en parliez, donc j'enchaîne avec cela, c'est doublé d'un véritable engagement citoyen avec la création du prix Pèlerin de l'apprenti du patrimoine, du prix du patrimoine chrétien en péril dans le monde, ou encore du concours J'aime mon clocher. Et quelle était votre ambition justement à travers ces initiatives? Ce sont 3 initiatives différentes. Le prix de l'apprenti du patrimoine, il est né avec l'incendie de Notre-Dame et le formidable chantier école que ça a été pour les jeunes, l'inspiration que le meilleur avait rendez-vous à Notre-Dame, et l'idée c'était de prendre un maître et un apprenti et qu'ils s'engagent ensemble à transmettre et à former. D'ailleurs, le prix, c'était une boîte à outils. Quand on sait ce que coûte une boîte à outils pour un jeune apprenti du patrimoine, c'était vraiment un prix très concret. Et puis, justement, pour ne pas s'enfermer dans nos frontières, nous qui avons la chance d'être encore en paix, c'est de regarder dans un monde qui brûle tout ce qui est menacé. Et nous avons décidé, avec la fondation de l'Ordre de Malte, d'aller au secours des pays dont le patrimoine était en péril. Le premier prix a été donné à un jeune Ukrainien qui documentait les bâtiments élevés qui avaient été détruits par l'invasion russe et la guerre menée par les Russes. Et puis, vous évoquiez aussi le concours J'aime mon clocher, dont le parrain est Stéphane Bern. Mon idée était, en créant ce prix, de faire qu'on rentre dans une église ou qu'elle serve d'amère quand on retourne chez soi, ou qu'on soit vendeur au marché sur la place de l'église, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas. Qu'est-ce que ça veut dire un clocher dans un paysage? Quel attachement, quelle histoire nous relie à eux? L'idée, c'était d'ouvrir et d'écrire une lettre à son clocher, quelles que soient ses convictions et ses religions. Donc l'idée, c'était de faire participer le grand public à sa passion, et ça a été un succès. Bernard, je reviens à ma question aussi concernant cette passion pour le patrimoine. D'où vient-elle? Alors, cette passion pour le patrimoine, elle est très ancienne, bien sûr, mais moi, je suis un petit éditeur indépendant, donc j'étais tourné vers le monde du bâtiment, et puis un jour, une équipe éditoriale est venue me proposer ce projet d'Atrium, il y a maintenant 25 ans, donc pour parler de ce monde du patrimoine très particulier. Et il y a 25 ans, je l'ai un peu découvert parce que j'étais pas très documenté sur le secteur. Mais vous aviez déjà la sensibilité. Absolument. Et quand mon équipe éditoriale est partie à la retraite, avec il y a aujourd'hui une dizaine d'années, j'ai décidé de prendre en direct la rédaction en chef de l'ouvrage, parce que quelque part c'était devenu ma passion. Et voilà, je suis rentré un peu par la petite porte et j'ai vu tellement de belles choses. On parlait de Notre-Dame, et en 2023, ça nous a permis de rencontrer les équipes de Charpentiers sans frontières, de Loïc Desmonts, et quelque part, on a même réussi à éditer le livre à taille humaine avec l'équipe des Charpentiers sans frontières, en fédérant la filière bois autour de cette œuvre qui était un hommage finalement aux charpentiers médiévaux. Comment vous percevez le rôle de cette revue Atrium? Bien, écoutez, c'est un peu la parole je qualifierais ça de... comment dire, c'est le magazine du patrimoine canal historique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens dans le monde du patrimoine qui travaillent depuis des décennies avec passion, sans compter heures, temps passé, etc., qui sont au service du patrimoine. Et Atrium, c'est leur donner une fenêtre d'expression, loin de finalement des gens qui sont venus sur le patrimoine peut-être sur le tard, avec des intentions parfois un peu moins louables, et qui voient le patrimoine comme une possibilité de marché, voilà, ils ne sont pas dans le même respect que ces gens qui sont vraiment au plus près du patrimoine, qui ont cette passion et qui sont au service du patrimoine. Donc moi, je dis toujours, on doit être au service du patrimoine, et ce n'est pas le patrimoine qui est à notre service. Et ça, c'est très important. Oui, le patrimoine n'est pas un faire-valoir. Le patrimoine ne doit pas être un faire-valoir. Donc j'ai retrouvé ça, par exemple, chez les architectes du patrimoine, qui ont quand même une vision relativement humble par rapport à d'autres architectes, parce que quelque part ils ont appris à regarder ce qu'ils avaient en face d'eux, les contraintes que ça imposait, et finalement ils
ils se retrouvent dans un respect de l'existant et puis ils prennent les dispositions en fonction de cet existant. Et je trouve que créer dans de l'existant, c'est un grand témoignage d'humilité pour des architectes. Et on a vraiment besoin d'eux aujourd'hui pour que cet ensemble du parc immobilier qui existe, le patrimoine bâti, retrouve sa place ou garde sa place dans la société à travers de nouveaux usages. Et notamment le patrimoine art déco, puisque c'est le thème Absolument. retenu pour ce Salon international du patrimoine culturel que vous mettez à l'honneur dans le dernier numéro de cette revue Atrium qui vient de paraître à l'occasion de cette 30e édition ici. Qu'est-ce que vous racontez dans ce nouveau numéro ? Alors moi, je raconte pas grand-chose. Finalement, je fais raconter. Voilà. Donc là, il y a une vision globale du patrimoine art déco à travers nos collaborations avec Cité, avec Petite Cité de Caractère, avec l'Association des architectes du patrimoine, avec l'INRAP, avec le groupement des associations Rempart, avec la Fondation du patrimoine. Voilà, on regroupe autour de nous, je parlais de Canal Historique, une douzaine de partenaires qui sont dans la même philosophie de préservation du patrimoine, de respect de l'existant et du meilleur usage que la société peut en faire à travers une démonstration éclatante de ce que le patrimoine peut nous apporter en matière de beauté. Catherine, comment peut-on faire lorsqu'on est journaliste du patrimoine pour être à la fois objectif et passionné ? Regardez, si nous prenons par exemple l'incendie de Notre-Dame de Paris, concrètement, dans ma vie de journaliste, documenter l'émotion mondiale que l'incendie de Notre-Dame a suscité, l'élan collectif de solidarité, qu'on soit parisien, américain ou chinois, pour sauver cette cathédrale qui devenait brusquement la cathédrale du monde. Ça, c'est un travail de journaliste. Décider, le soir même de l'incendie, de dédier une équipe, une équipe à la fois de grands reporters, de photographes, d'iconographes, de dédier notre site internet à couvrir ce sujet, c'est prendre notre part, c'est être à notre tour des pompiers pour sauver le bâtiment. Ça ne veut pas dire être militant. Non, parce que pour moi, militant, ça dépend de la définition qu'on donne au terme militant. Si militant, c'est servir une ligne idéologique du parti avec des œillères, je dis non, ce n'est pas ça être journaliste du patrimoine. Par contre, peut-être on parle beaucoup aujourd'hui de journalisme de solutions. C'est chercher des solutions. J'ai cherché des solutions aussi bien dans les petites églises perdues de nos régions qu'à Notre-Dame de Paris pour montrer comment on sauve, comment on restaure, comment on va chercher de l'expertise, comment en 5 ans, on relève un défi incroyable. Donc je dirais, c'est plutôt ça, c'est à la fois documenter, toujours dans le respect de la contradiction, et c'est après s'engager parce que engager, vous savez, une rédaction pendant 5 ans sur le chantier de Notre-Dame, on était 2 journaux, Match et Le Pèlerin, à rentrer régulièrement pour suivre tout le chantier. C'est non pas un sacrifice, mais un choix éditorial lourd pour une rédaction. C'est l'état de la presse aujourd'hui. Et on a tellement travaillé de manière investie, passionnée sur ce chantier qu'on a été récompensé en 2022 par le Grand Prix Stratégie de l'innovation des médias sur ce chantier. Et est-ce que cet événement, parce que tous les deux vous l'avez couvert, a changé justement la manière dont on parle du patrimoine aujourd'hui, dans la presse notamment ? Alors, je pense qu'on a évité, nous, dans nos colonnes, un conflit qui aurait été d'opposer Notre-Dame au petit patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'y en aurait eu que pour Notre-Dame et qu'on aurait oublié les petites églises perdues de nos régions ou le petit patrimoine rural. Parce qu'on a fait très, très attention quand on a documenté ce chantier. Et Dieu sait qu'il y avait intramuros une excellence, mais qu'elle venait de toute la France. Vous avez parlé de la charpente, du bois, des chaises, du mobilier, des maîtres verriers. Donc, le chantier de Notre-Dame n'opposait pas Paris
à la région. Tout à fait. Voyez, c'est plutôt la région qui et servait c'était la Notre-Dame. région, ce sont les régions, c'est l'excellence de nos savoir-faire régionaux qui se sont mis au service de Notre-Dame. Donc je pense que, voilà. Il ne faut pas oublier que tout ce qui était savoir-faire en matière de charpente médiévale a été fait par des entreprises normandes en particulier. Voilà. Et que aussi bien les ateliers Perrault que les ateliers Desmonts qui avaient ce marché. Et en plus, alors je dirais que Notre-Dame a eu cet effet de ramener des savoir-faire qui avaient disparu complètement en matière de charpente médiévale, et que c'est grâce à l'association dont on parlait, donc l'action de François Calam à la tête des Charpentiers sans frontières, qui a permis de ramener ces savoir-faire, d'organiser les formations des compagnons charpentiers dans les entreprises qui ont pu réaliser cette opération avec, je dirais, célérité. Et le rôle des journalistes... Aucune poutre de Notre-Dame n'est identique. Absolument. Qui aurait pensé aujourd'hui qu'on pourrait construire une charpente de cette manière-là? Votre rôle, ça a été aussi justement de mettre en lumière ces métiers qui se cachent derrière l'imposante cathédrale. En fait, on n'a que l'apparence. Lorsqu'on le regarde, ce monument, on ne voit pas tous les métiers qui sont derrière. Nous avons eu une action particulière parce que dans les différents titres de la maison d'édition, on est très impliqué dans le bois et dans la filière bois. Donc nous avons participé avec la filière bois à la mobilisation de tous les acteurs de la filière pour pouvoir aider avec le don des arbres qui a été fait. Mais ces métiers... servent d'exemple aujourd'hui, et quelque part ça rejaillit sur l'ensemble du patrimoine. Donc le regard est aujourd'hui différent qu'il était. Ça a mis en lumière, par exemple, un travail de charpente qui, en effet, est sous la toiture et qui, les 3/4 du temps, n'est vu par personne. Donc là, l'excellence de ce que ça pouvait représenter est maintenant mise sur le devant de la scène. Et pour des charpentiers qui travaillent de cette manière-là, c'est tout à fait fantastique. Et vous avez senti... Et éveiller aussi, excusez-moi de vous interrompre, et éveiller aussi un souci de nos cathédrales. Parce que quand Notre-Dame a brûlé, toutes les cathédrales de France ont été passées au peigne fin. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient, pour certaines, nécessitaient des travaux d'urgence. Et des dispositifs mis en place sur Notre-Dame servent aujourd'hui pour d'autres cathédrales. À Beauvais, par exemple. Je le disais, puisqu'on parle justement de cette transmission, est-ce que vous avez senti un regain d'intérêt chez les jeunes autour du patrimoine à travers les rencontres que vous avez pu avoir? On a parlé d'un effet Notre-Dame, mais quelque part, oui, ça a ramené un certain nombre de jeunes vers les formations du patrimoine et vers des métiers qui étaient un peu oubliés. Donc, pour reciter l'exemple des ateliers Desmonts, j'y ai rencontré une ingénieure agronome devenue charpentière parce qu'elle voulait retrouver du sens et qu'elle avait trouvé que la charpente redonnait du sens à son action. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose justement sur ces... je rebondis, je suis en accord total. Non seulement... quand on a créé ce prix de l'apprenti du patrimoine, au départ, on s'adressait à des filières classiques d'apprentis du patrimoine avec un maître et puis un compagnonnage classique. Et puis, on s'est rendu compte avec le groupement des monuments de restauration des monuments historiques, le GMH, que les candidatures ne venaient pas seulement d'apprentis du patrimoine, mais de jeunes qui avaient des cursus universitaires et qui voulaient retrouver du sens, mettre leurs mains sur l'établi et redonner du sens à leur vie en participant à la restauration du patrimoine. On a même été une année jusqu'à donner 2 prix à un jeune apprenti de 15 ans classique et à une autre jeune femme qui revenait d'un parcours universitaire et qui décidait de mettre les mains dans le bois. Et c'est le cas aussi pour les moins jeunes qui ont tenté une reconversion professionnelle. Exactement, exactement. Il y a quelque chose qui se passe là, une quête de sens de notre société qui se retrouve dans la sauvegarde et dans la transmission du patrimoine. Est-ce que le journaliste du patrimoine peut aussi influencer les politiques publiques locales ou nationales? Est-ce que vous sentez que vous avez un rôle à jouer envers justement ces cibles?
La première chose qu'on fait, c'est de mettre le pied à l'étrier, je dirais, à travers ce Grand Prix pèlerin du patrimoine. Parce que quand une candidature arrive, comme nous avons bien sûr des partenaires, que ce soit la Fondation du patrimoine, la Sauvegarde de la Sacrée, les Chantiers du Cardinal, le groupement, le GMH, nous mettons en lumière des dossiers de candidature que nous estimons documentés et fiables. Alors, une fois que le pèlerin a mis en lumière, même si les donations ne sont pas d'une importance extrême, et a reconnu à travers un collège d'experts ces dossiers de candidature, ça aide énormément nos candidats à aller obtenir des subventions. Et puis, quand on met en lumière aussi des initiatives comme ça de restauration, immédiatement, les élus locaux font partie de la bataille. Et souvent, on les reçoit d'ailleurs, puisqu'ils se mouillent. Ils se mouillent pour sauver leur église ou pour sauver une cheminée d'usine, un lavoir, une fontaine, un patrimoine local. Donc déjà, une association, puisque ce sont des associations de bénévoles qui viennent auprès de nous, immédiatement la municipalité est associée à ça. Donc là, je pense qu'on a un rôle d'alerte et de mobilisation. Et notamment, par exemple, quand vous dénoncez du patrimoine qui est délaissé, est-ce que vous sentez que ça change quelque chose parce que vous avez fait un article sur un édifice qui est menacé? Je n'aurais pas cette outrecuidance, mais quelque part, on essaye de faire le job. Et quelque part, je crois que c'est important. Vous voyez, on relaie des actions comme celle du G7 Patrimoine, par exemple, en particulier en matière de diagnostic thermique du bâti, où des politiques, peut-être, avaient fait un peu n'importe quoi dans une certaine méconnaissance du bâti. Et je pense que l'acculturation du monde politique au savoir du patrimoine peut changer aussi la donne, parce qu'aujourd'hui on a quand même assisté grâce aux travaux du G7, c'est-à-dire que là aussi le G7 patrimoine, ce qui est important, c'est les maisons paysannes, le GMH, tout le monde se met ensemble et montre que quelque part ce monde du patrimoine il est solidaire. Oui, il est solidaire et puis il sait ce qu'il dit, quoi. Quelque part, ne coupons pas l'herbe sous le pied des spécialistes qui, depuis 25-30 ans, sont là et on va leur donner de bonnes idées pour mettre du polystyrène sur nos façades. Non, non. Voilà, demandons-leur comment prendre soin. Ils prennent soin depuis tellement longtemps de ce patrimoine. Pourquoi on ne leur demande pas, avant de faire des projets de loi, comment il faut restaurer le patrimoine? Donc nous, voilà, on participe à ça. Vous êtes là pour porter leur parole. On porte leur parole, voilà. Parce que quelque part, j'ai le plus grand respect pour tous ces gens qui travaillent sur le patrimoine, qui le connaissent sûrement beaucoup mieux que moi. Et quelque part, c'est tout à fait fantastique de porter leur parole. Donc nous, on a ce travail de mise en avant, de mise en scène de tous ces éléments pour les faire connaître du public. On retiendra que ce métier de journaliste du patrimoine, c'est un métier d'engagement et on le voit à travers votre émotion quand vous en parlez, parce que vous avez l'œil qui pétille tous les deux. On pourrait vous retourner la question, Jérémy. Pourquoi j'aime le patrimoine? Pourquoi vous aimez le patrimoine, vous qui êtes journaliste du patrimoine? En fait, j'ai voulu devenir journaliste parce que j'aimais le patrimoine. Je pense que si je n'avais pas eu cette passion pour le patrimoine, je ne serais pas devenu journaliste. J'avais juste envie de parler de patrimoine à travers les médias, notamment pour défendre une sensibilité, un goût pour l'architecture, le beau, et notamment l'architecture des Hauts-de-France, parce que c'est une région qui m'est chère, dont je suis originaire. Voilà, je vous ai résumé les choses en 30 secondes parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir l'intégralité de ces émissions Atrium sur la chaîne YouTube Patrimoine et Restauration, et on va continuer encore évidemment à évoquer d'autres sujets, notamment autour de l'art déco, ces prochaines heures, parce que je crois que Bernard, vous avez aussi cette grande passion pour cette période des années 20 et 30. À très bientôt. Merci.